J'avais ces femmes-là autour de moi qui, comme nous tous, je pense, on a plein de femmes autour de nous qui vivent des histoires juste exceptionnelles, extraordinaires. J'ai eu envie d'écrire sur elles. Presque une gifle en fait. C'est ça. Parce que ça nous permet de prendre la mesure de ce dans quoi on était ou ce dans quoi on est. Et je peux comprendre du coup qu'il y ait un choc et qu'on puisse prendre 4 jours à s'en remettre. C'est ça, complètement. Et puis, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ce ne sont pas des biographies, c'est ma vision de leur histoire. Moi, j'ai vécu ça à côté d'elles, donc c'est ce qu'elles m'ont permis d'en voir. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Telle Quelle. J'ai l'honneur ce soir de recevoir Tania Lucéa. Bienvenue chez Comme à la maison ici ce soir. Bonsoir Caroline. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tu es en forme, pas trop stressée? Un petit peu. Tu as l'habitude des médias? Un petit peu quand même, ça commence. Bon, très bien. Contente d'être là en tout cas. Ravie de t'accueillir ce soir. Alors Tania, tu exerces le métier d'infirmière depuis une quinzaine d'années, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu es une passionnée d'écriture depuis ta tendre enfance. C'est ça. Et c'est donc sans surprise que tu écris et publies ton premier ouvrage en auto-édition, Les femmes de nos vies, qui est une ode aux femmes et aux exploits qu'elles accomplissent au quotidien. C'est ça, tout à fait. On va y revenir longuement pendant cette émission, mais avant tout, je pense que tu connais le rituel d'ouverture de l'émission, l'objet mystère de l'invité. Est-ce que tu as eu du mal à le trouver? Non, ça a été tout de suite une évidence. Évident pour toi? Ouais, découvrons-le. Et puis tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cet objet. Alors, j'ai choisi un billet d'avion. C'est un billet d'avion, je vois. C'est un billet d'avion. Parce que je suis rentrée ici à la maison il y a à peu près 1 an. En Martinique. En Martinique, c'est ça. Mais il faut savoir que mon petit garçon est encore en Guadeloupe. Et du coup, les billets d'avion, c'est mon quotidien. C'est ce qui fait que je suis complète. Et donc voilà, très important. Il vous rapproche, il a quel âge ton petit garçon? Il a 11 ans et demi. Oui, c'est un grand garçon. Non, c'est mon petit garçon. Oui, c'est ça. Pour les mamans, c'est toujours les petits bébés, mais pour eux, ils se pensent très, très grands. Tu es donc amenée à faire assez souvent l'aller-retour entre la Martinique lui qui fait et la le trajet, mais voilà, le billet d'avion, en tout cas, important. Alors, en parlant d'enfants, tu es l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. C'est ça, tout à fait. Comment est-ce que tu as endossé ce rôle? Je pense que comme tous les aînés, on a toujours tendance à vouloir prendre soin, à vouloir être un peu la deuxième maman. Bon, j'étais pas une sœur toujours gentille. Ah oui, on a du mal à y croire. Non. Assez stricte peut-être, sévère? Un peu, ouais. Un peu, mais en tout cas toujours présente jusqu'à maintenant. Et on est assez soudés. Surtout les aînés, on est une fratrie soudée. Ouais. Vous voyez régulièrement tout le monde vient en Martinique? Non, on est 2 ici, enfin les 2 plus grands. Après, il y en a des plus petits, mais on garde le contact. Est-ce que vous aviez des parents, parce que tu étais l'aînée, et souvent quand j'ai reçu dans cette émission des personnes qui avaient cette position dans la famille, c'est vrai que c'était aussi notamment pour décharger beaucoup les parents, soit qui avaient beaucoup de travail, soit qui étaient absents. Et du coup, ça donnait ce côté, l'aîné toujours un peu strict, pas toujours... c'est pas une question d'être très sympa, mais du coup, qui prend son rôle très au sérieux. Qui prend son rôle très à cœur. C'est pas tellement pas sympa, c'est qu'il prend à cœur. Après, je sais pas si c'est lié aux parents ou si on s'incombe soi-même de cette charge-là. Mais ouais, je suis pas sûre que ça vienne des parents. Pas tellement dans mon cas. Okay. Ouais. Tu parlais de prendre soin, d'avoir des attentions. Je l'ai dit en introduction, tu es infirmière depuis une quinzaine d'années. Mais il s'avère que ta maman aussi l'était. Est-ce que c'est l'influence de ta maman qui t'a porté vers ce choix de vie? Alors, en tout cas, elle m'a toujours dit « fais tout, sauf infirmière ». C'est vrai. Pourtant, elle aimait son métier. Tu es plutôt obéissante comme femme. Je suis sage, obéissante. Non, elle aimait beaucoup son métier, puisqu'elle est retraitée maintenant. Mais elle m'a toujours dit « fais tout, sauf ça ». Et puis, au final, la vocation est quand même là. Peut-être que... C'est venu comment et à quel moment? C'est venu... Alors, j'ai su très tôt que j'allais travailler avec les enfants. Parce que pour le coup, j'ai vraiment cette fibre-là avec les enfants. Je savais pas encore comment. Tu faisais pas mal de babysitting plus jeune. Ouais, vers 14-15 ans, j'aimais bien les petites voisines et tout ça, les petites cousines, j'aimais bien.
Et peut-être plus tard quand même, infirmière. Mais je savais que je voulais prendre soin d'eux. Alors j'ai hésité entre éducatrice de jeunes enfants et infirmière. Et puis finalement, ça a été infirmière et j'ai aucun regret. Tu as passé les 2 concours, Oui, j'ai passé les 2 concours. J'ai réussi les 2 concours. Et puis j'ai choisi infirmière. Ok, et ça dure depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans ce métier? Tu étais en pédiatrie à un moment, je crois. J'ai passé une dizaine d'années en pédiatrie néonate. Alors comme je disais, mon cœur de métier, ce sont les enfants. Et aujourd'hui, la carrière est différente. Je suis plus dans un poste plus administratif, mais on est toujours dans le prendre soin d'eux. C'est-à-dire que le métier d'infirmière, on a 1000 possibilités d'exercer ce métier-là, mais toujours, la finalité, c'est toujours le prendre soin d'eux. Et ça, je crois que c'est une vocation de toute façon. Et pourtant, notamment depuis le Covid, on entend, on voit les difficultés que rencontrent les infirmières, les personnes qui travaillent dans le secteur sanitaire de manière générale. On se dit vraiment que ce métier, on le fait par vocation, par passion, parce qu'il y a de vraies difficultés. Il y a des difficultés, les conditions de travail sont compliquées. Maintenant, c'est un métier passion, on ne passe pas là, on voit de la lumière, on fait infirmière, clairement. Et c'est un métier où on est soudé, où on sait ce qu'on fait, on donne du sens à ce qu'on fait. Et je crois que c'est plus important que tout le reste, en fait. Tu te verrais faire un autre métier ou est-ce que tu te dis... je suis infirmière, mais peut-être que dans 5 ans, je changerai. Est-ce que c'est... Je me vois faire plein de choses, mais quand même, tu vois, je ne suis plus en pédiatrie aujourd'hui. Même 6 ans plus tard que j'ai quitté l'hôpital, ça manque quand même. C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on a en soi. C'est vraiment une vocation, c'est ce qui fait vibrer. Donc aujourd'hui, non, je suis bien là où je suis, mais on verra. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais savoir comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage, donc Les femmes de nos vies, publié en mai 2022. C'est ça. Alors déjà, voilà, comment on est infirmière au quotidien et on sort un ouvrage. Comment, pourquoi, comment c'est venu? Alors, au départ, on ne sort pas un ouvrage. Au départ, on écrit parce qu'on est infirmière, parce qu'on est maman, parce qu'on est femme, on est sœur, on est fille d'eux. Et puis, on n'a plus de temps pour soi. On n'a plus de temps pour soi. Okay. Et on sort d'une période qui est compliquée, qui est le Covid, où j'ai envie de faire quelque chose juste pour moi. Alors, comme tu disais, j'aime écrire depuis petite. C'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien. Et je suis revenue à cette passion-là. J'ai commencé à écrire. Et j'avais ces femmes-là autour de moi qui, comme nous tous, je pense, on a plein de femmes autour de nous qui vivent des histoires juste exceptionnelles, extraordinaires. Et j'ai eu envie d'écrire sur elles. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça, juste pour moi. Après, je me suis dit, c'est leur histoire à elles, donc je partage ces histoires-là avec elles. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, en voyant les réactions, je me suis dit, peut-être que ça vaudrait le coup que d'autres personnes lisent ça. Okay. Et justement, j'allais te poser la question. Donc, on comprend que ce sont des récits de femmes, non pas des témoignages, mais en fait, ta perception de la vie, d'expérience, de parcours de vie de femmes qui t'entourent. C'est ça. C'est-à-dire qui t'entouraient, mais il me semble qu'elles t'entourent encore aujourd'hui. Ouais. Quelles ont été leurs réactions lorsqu'elles ont découvert les récits que tu avais écrits? Alors, la première histoire que j'ai finie, c'est donc la première à qui j'ai livré son histoire. Je crois que ça a duré 4 jours pour qu'elle s'en remette. C'est vrai? Ouais. À ce point? Ouais. Il y a eu beaucoup d'émotions. Donc, il y a eu des larmes de surprise, des larmes j'ai fait tout ça vraiment, j'ai vécu tout ça vraiment, et puis des larmes aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Donc, ça a été beaucoup d'émotions diverses. Ça a été, je pense, la réaction la plus forte. Mais du coup, elles ont toutes réagi sensiblement de la même façon. Première, c'était la survivante. C'était la survivante. C'était la survivante. Donc une histoire peut-être très forte. C'est une histoire forte, c'est une histoire qui... En fait, dans chaque histoire, il y a parfois plusieurs histoires. Parce qu'on a toutes plusieurs histoires dans nos vies de femmes. Et du coup, elle a passé pas mal d'épreuves, ma survivante. Et ouais, on a balayé un petit peu tout ça dans son chapitre. Et du coup, beaucoup d'émotions. On a compris qu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés en fonction des profils, des récits. Est-ce que tu peux nous dire globalement tous les sujets que tu abordes? Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'ouvrage, chaque récit, en fait, porte un nom. Donc, on a l'amoureuse, la survivante, etc. Exact. Tu vas nous le dire, mais
qui traitent aussi de thématiques à l'intérieur des récits. Alors, comme ce sont des femmes que je connais qui existent, on a fait ça quand même sous couvert d'anonymat. Elles m'ont donné, franchement, elles ont validé tout de suite l'idée du livre. Elles m'ont poussé même à le faire, elles m'ont encouragée. Jusqu'à maintenant, elles m'encouragent tout le temps. Mais du coup, j'ai choisi de les qualifier pour ne pas les nommer. Oui. Et donc, effectivement, chaque chapitre porte un qualificatif qui, pour moi, la représente, cette femme-là. Donc, on a, par exemple, la mère, on a la survivante, la résiliente, la porteuse, l'amoureuse, la reine, la rayonnante, le diamant et l'amoureuse. Waouh. Et donc, ouais, chaque chapitre, en fait, traite d'une ou plusieurs problématiques auxquelles tout un chacun peut être confronté, en vrai. Oui, on peut se reconnaître. C'est ça. On précise quand même que tu fais partie des femmes décrites... Il y a mon histoire dans les chapitres. Est-ce que tu veux nous dire laquelle tu es ou Je pense qu'après l'émission, quand les gens liront le livre, je pense qu'ils reconnaîtront avec tout ce qu'on a dit ce soir. Et du coup, donc, tu as donné un petit peu les titres, mais quelles sont les thématiques du coup abordées de manière générale, si on a peut-être ceux qui reviennent On balaye plusieurs thématiques, on balaye des choses qui concernent plein de femmes. On parle de deuil périnatal, on parle de parcours de PMA, on parle de violence conjugale. Dans plusieurs profils. Dans plusieurs profils. On parle de résilience de manière générale, on parle de la maladie, on parle de l'entrepreneuriat au féminin, on parle d'estime de soi, on parle d'amour de soi. Donc, plein de sujets qui concernent, et pas que les femmes en vrai, parce que, par exemple, le deuil périnatal, c'est pas l'histoire des femmes. Tout à fait. C'est l'histoire d'un couple et même d'une famille. Et d'une famille entière. Et même d'une famille, parce que la perte d'un bébé, ça n'affecte pas... On a tendance à penser que c'est que la mère, mais en fait, ça impacte toute une famille. Je veux revenir juste parce que je t'écoutais parler. Quand on parlait de réactions que les femmes ont eues en découvrant les récits, donc ce sont des femmes de ton entourage, donc elles sont martiniquaises ou guadeloupéennes, certainement. Il y a aussi en fait le fait de vivre toutes ces expériences qui peuvent être douloureuses, voire traumatisantes parfois. Et en fait, il y a toujours un décalage dans le fait, et je peux comprendre les réactions, c'est-à-dire que quand on est dans une situation et qu'on est en mode survie, la survivante notamment, quand on lit la façon dont les personnes perçoivent ce qu'on vit, c'est presque une gifle en fait. C'est ça. Parce que ça nous permet de prendre la mesure de ce dans quoi on était ou ce dans quoi on est. Et je peux comprendre du coup qu'il y ait un choc et qu'on puisse prendre 4 jours à s'en remettre. C'est ça, complètement. Et puis, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ce ne sont pas des biographies, c'est ma vision de leur histoire. Moi, j'ai vécu ça à côté d'elles. Donc, c'est ce qu'elles m'ont permis d'en voir. Et même si on n'est pas à 100% de la réalité, je leur ai donné le choix de changer pour être au plus près. Une fois qu'on a décidé qu'on en ferait un livre, je leur ai donné ce choix-là, de changer pour être vraiment au plus près de ce qui s'est passé, de couper des choses aussi, de ne pas diffuser certaines choses. Et elles m'ont dit non, toutes, à l'unanimité, elles m'ont dit c'est ce que toi tu en as perçu, c'est ce que je t'en ai laissé voir. Donc c'est comme ça que moi je l'ai perçu à ce moment-là et c'est comme ça que je l'ai transmis. Donc même si on n'est pas à 100% de la réalité, peut-être que j'avais pas tous les tenants, les aboutissants, mais c'est ce qui transpirait à ce moment-là de cette histoire-là. Donc voilà, donc le revivre des années après, il y a des histoires qui se sont passées il y a 20 ans. D'accord. Donc les relire 20 ans plus tard, ça bouleverse, forcément. Et il y en a des plus récentes aussi. Il y en a des plus récentes, il y en a qui se sont passées là, il y en a qui ne sont pas finies. Il y en a qui sont encore en train de se passer, notamment la porteuse, son histoire n'est pas finie. D'accord. Donc elle est encore en plein dedans et c'est pareil, lire ça vu de l'extérieur, ça peut remuer, ouais. Comment il a été accueilli cet ouvrage ? Alors, on dit souvent qu'on n'est pas prophète chez soi. En l'occurrence, ici, j'ai reçu un super bon accueil. Quand tu dis ici, c'est Martinique ? C'est ici Caraïbes, puisque quand il est sorti, je vivais encore en Guadeloupe. Et enfin, Caraïbes, en tout cas, Martinique-Guadeloupe. J'étais encore en Guadeloupe à l'époque et il a été très bien accueilli là-bas. Et à mon retour ici, il est super bien accueilli. Franchement, aujourd'hui, on le trouve partout. Aujourd'hui, j'arrive à en parler de plus en plus souvent, à faire des rencontres, des échanges. Je vais dans des écoles en parler, donc j'aurais jamais pensé. Comment se fait-il en fait qu'il ait été aussi vite entre guillemets adopté ? Enfin, tu n'es pas de base dans le monde de la littérature, donc tu n'avais peut-être pas forcément de réseau dans ce milieu. Est-ce que tu penses un tel ouvrage était attendu
entre guillemets? Alors, en tout cas, quand il est lu, il est très bien reçu. Et le bouche-oreille fait son effet. Après, je ne suis pas du milieu, mais je n'ai pas hésité à frapper aux portes. Parce que moi, je crois à ce livre-là. Je crois au message qu'il délivre. Et donc, parce que j'y crois, j'ai à cœur de diffuser son message. Et donc, je n'ai pas eu peur non plus de frapper aux portes et de dire, ben voilà, j'ai quelque chose à dire, est-ce que ça vous intéresse d'écouter? Et en général, ça intéresse, oui. 1 an et demi après sa sortie, quel impact il a eu, ce livre? Alors, sur ceux qui l'ont lu ou qui en ont parlé ou qui m'ont entendu en parler, en tout cas, il y a eu beaucoup de... Presque à chaque fois, je pense, il y a des sortes de moments confession où les gens se livrent, où les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Et donc, il y a toujours... Ça ouvre le débat. Ça laisse la place à discuter, à échanger sur des problématiques qui nous touchent ou qui touchent des gens autour de nous. Et même si on n'a pas ces problématiques-là, dans notre vie, on a des problématiques. Donc même si ce ne sont pas celles-là, on se sent forcément concerné par la façon de gérer la difficulté, la façon de faire face aux choix qu'on a à faire, parce qu'on a tous des choix à faire, on a tous des moments moins drôles, même si ce n'est pas ces problématiques-là. Et du coup, ça laisse la place à la réflexion, à l'échange, et ça donne souvent des choses très jolies. Et tu penses qu'il a permis de libérer un peu plus la parole? Alors, j'ai en tête là tout de suite un moment. J'avais eu à intervenir dans le cadre professionnel. On m'avait invité, c'était des collègues qui m'avaient invité. Et là, il y a une des collègues qui s'est livrée, qui, face à ce que je racontais, s'est sentie suffisamment en confiance et suffisamment... Des réactions de ses collègues par rapport à ce que je disais, je pense que ça a créé un espace de sécurité où elle-même a témoigné de ce qu'elle a pu vivre en rapport avec une des histoires. Ça faisait 10 ans qu'elle travaillait là, personne ne savait. Et ça a donné un moment, moi-même, un moment suspendu en fait. Et ça, pour moi, j'ai tout gagné en fait. Si une personne, là j'y ai assisté, mais peut-être ça arrive, je m'étais dit, si une personne, j'arrive à la faire sortir de son silence, parce qu'on a honte des fois de ce qu'on vit. On croit qu'on est tout seul, c'est tabou encore, les violences conjugales, de moins en moins, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, les victimes, des fois, elles ont honte de ce qu'elles vivent, elles pensent qu'elles méritent ce qu'elles vivent, encore. Et voilà, si je peux ouvrir un espace de sécurité, d'une façon ou d'une autre, eh ben, j'ai tout gagné. Alors, je sais que tous les profils sont... assez différents, portent sur des... Alors, il y a quand même des problématiques ou des thématiques transversales. Mais quel est le profil sur lequel on te questionne le plus, s'il y en a un? Alors, peut-être pas le profil, mais la problématique, c'est les violences conjugales. Souvent, c'est ce qui revient, c'est ce qui marque le plus. Et puis, la violence conjugale, il y a tellement de formes de violence conjugale, ça peut être tellement... pas besoin de prendre des coups pour être déjà dans la violence conjugale. Donc, c'est vraiment... le sujet, je pense, qui ouvre le plus le débat. Chez les femmes ou chez les hommes? Alors, chez tout le monde. Par exemple, quand je vais dans les lycées, c'est plus les garçons qui posent des questions. Ils sont plus interpellés parce que les jeunes filles sont de plus en plus sensibilisées à ça. Elles s'informent, elles entendent parler, mais j'ai l'impression, en tout cas, sur les 4 interventions que j'ai eu l'occasion de faire, que les garçons qui ne sont pas confrontés à cette problématique-là, pour eux, c'est tellement loin, c'est tellement inimaginable que des fois, ils n'en reviennent pas. Ils disent « Mais non, mais madame, vous exagérez, c'est pas possible. » Mais en fait, oui. Oui, parce que j'allais te demander, tu interviens effectivement dans les lycées, de savoir quel regard les jeunes portaient sur les thématiques abordées dans ton livre et quelles étaient justement les problématiques sur lesquelles ils avaient le plus de questions ou qui interrogent le plus. Ben, c'est ça, c'est les violences. Et puis, la violence conjugale, du coup, on découle sur la violence globale et on fait souvent un petit crochet vers le harcèlement scolaire, etc. Donc, ça fait sens pour eux. Ça, c'est une violence qu'ils connaissent, pas au quotidien, mais qu'ils connaissent. En tout cas, ça fait sens. C'est quelque chose de concret pour eux, c'est quelque chose de palpable dans leur quotidien. C'est des choses dont ils entendent parler. Il y a des choses dramatiques qui arrivent, qui vont jusqu'au suicide. Même chez nous, ça c'est arrivé. Donc, il y a pas très longtemps, une jeune fille qui a témoigné justement sur son harcèlement scolaire. C'est quand même des choses dont on parle maintenant, qui sont de moins en moins tabous. On met des mots
sur des choses, parce que ça a toujours existé. À notre époque, on se moquait de nous aussi. Des fois, ça pouvait aller loin. Oui. Mais ça n'avait pas de nom. Et puis, on ne disait rien. C'est-à-dire que tu rentrais chez toi le soir, tu pleurais, et puis le lendemain, tu retournais à l'école, et puis c'est tout. Ouais, aujourd'hui, c'est ça, complètement. Aujourd'hui, on met des mots dessus, et ce genre d'échange avec eux permet aussi de montrer que, partir de ça, eh ben, qui paraît banal des fois, parce qu'il y a des harceleurs dans l'Assemblée. Il y a des harcelés, il y a des harceleurs. Oui, quand tu vas dans les lycées. Et donc, c'est leur faire entendre aussi jusqu'où ça peut aller. Comment quelque chose qui te paraît banal à toi aujourd'hui impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'es moqué de ta camarade, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, tu l'as brisé peut-être. Demain, ça fait une femme qui a des vraies fragilités et qui se retrouve peut-être dans des situations comme celles que je décris dans le livre, parce qu'à la base, elle a été fragilisée par tout ce qu'elle a vécu. Oui. Donc, pour toi, c'est rien, mais peut-être ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et on voit peut-être pas le lien tout de suite, mais les réflexions couvrent un tel ouvrage comme le tien, où finalement il s'agit au final de violences en général, qui découle sur du harcèlement. Et là, justement, les jeunes peuvent capter, en fait... ça donne du sens. Voilà, le sens, notamment. Comment cet ouvrage t'a impacté, toi, dans ta vie ? Est-ce qu'il a changé ta vie ? Complètement. Il m'a bousculée, il m'a fait sortir de toutes les zones de confort possibles et imaginables. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je ne prenais pas la parole même devant les gens que je connais. Donc là, aujourd'hui, je suis devant toi, Caroline. C'est tel quel, s'il vous plaît. Assise sur ce canapé. Si on m'avait dit, j'aurais pas cru. Ouais, j'aurais pas cru. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'Instagram du livre, parce que il faut quand même pouvoir communiquer dessus, il faut vivre avec son temps. Pendant les premiers mois, il y avait les photos du livre. C'est-à-dire que jamais on voyait ma tête. Parce que pour moi, c'était pas pensable en fait de me mettre en avant. Aujourd'hui, je viens en parler, je parle devant... quand je vais dans les lycées, c'est parfois toute la section, donc les 3 classes, 90 élèves que j'ai en face de moi. Ça bouscule. Ça bouscule. Je pense que parce qu'il y a mon histoire aussi, ça m'a permis aussi de faire peut-être la paix avec certaines choses de mon histoire, d'avancer sur mon propre cheminement. Et, presque un peu thérapeutique. Presque un peu même pour les femmes, je pense. Ouais. Complètement. Dont les récits sont dans cet ouvrage. Et il t'a permis de faire des choses dont tu ne te savais même pas capable. Dont j'aurais jamais cru être capable. Et puis, faire des rencontres inimaginables. C'est-à-dire que la vie a mis des gens sur ma route et d'une bienveillance sans nom. Vraiment... Si je te demandais la plus belle rencontre que ce livre t'ait permis de faire. La plus belle rencontre. Ou la plus marquante, ou celle qui... Alors je vais dire, parce que c'était vraiment au tout début et je regardais ça de loin, moi je me sentais presque pas légitime, tu sais, dans ce que je faisais. Il y a ça aussi, le masque de l'imposteur un peu. Complètement. Tu vois, faut dealer avec ça. Et je dirais Mathieu Gama parce que lui, il venait de sortir, il avait sorti 1 an avant quand même un ouvrage qui avait super bien marché, qui était top vente, et il a eu des mots vraiment d'une bienveillance sans nom. Et il m'a donné vraiment un coup de pouce, il m'a ouvert son carnet d'adresses aussi, parce que comme tu disais, je sors de nulle part. Et j'ai découvert un monde avec des auteurs contemporains de chez nous d'aujourd'hui, vraiment soudés, bienveillants. J'ai découvert un univers, le monde littéraire caribéen. Oui. Il y a du beau monde là-bas, vraiment. Ça passe très vite, on est quasiment à la fin de l'émission. J'ai envie de clôturer en te demandant... Qu'est-ce que tu aimerais dire ce soir aux femmes perdues, désespérées, en souffrance, qui nous regardent en ce moment? Peut-être que c'est pas tellement important ce qu'on vit. C'est difficile des fois quand on est dedans, mais c'est pas tellement ça l'important. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Même si c'est un pas après l'autre, même si c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour demain? Qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? Qu'est-ce qu'on fait pour demain? Comment on transforme ce qui nous arrive? Qu'est-ce que ça devient? Qui on devient nous avec ce qu'on est en train de vivre? La situation n'est pas importante. On avance comme on peut, mais on avance. Et qu'est-ce qu'on en fait? Merci beaucoup, Tania, pour ce partage, pour
témoignage. On te souhaite une très belle continuation. Merci. En parlant de continuation, on a envie de se demander, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que tu penses déjà à l'après? Je commence à y penser. Alors souvent, on me demande c'est pour quand le deuxième, hein, comme une maman qui vient d'accoucher. C'est pour quand le deuxième déjà? Non, pour l'instant, pas de deuxième. Mais par contre, celui-là, je pense qu'il a encore des belles choses à vivre. J'ai envie de le voir vivre. J'ai envie de le voir sous mes yeux. J'ai envie de faire du vivant, peut-être un spectacle ou quelque chose comme ça. Ce sont des idées qui... Spectacle, théâtre? Théâtre ou pas. Danse? Ouais. Moi, j'ai fait longtemps de la danse et c'est un art qui me parle beaucoup. Je pense que c'est un art où on transmet beaucoup aussi. La danse, la musique, tout ça. Je pense qu'il y a des belles choses à faire de ce côté-là. Bon, ben on va garder un œil sur tout ça. Est-ce que tu as faim, Tania? Bien sûr. Bon, ben je te propose qu'on déguste ça dans quelques instants. Je te remercie. Merci à toi, Caroline. Et puis à très bientôt. À bientôt. Dakika 1440 hunitoki bu masaa 24 uondoki tu kwenye moyo wangu, jenga sawa, maana kila unapodunda unataja jina lako kwenye moyo wangu, ishi sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my